Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Zéro RR Podcast, toujours animé par les frères Gallois. Bonjour à tous. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast. Oui. Et vous pouvez voir que le décor a un peu changé. Un peu changé. Un peu changé. Il y a des bouts de tapis qui se trimballent maintenant un peu partout dans la salle. Pour ceux qui ont la vidéo, voilà, on joue au jeu de cette différence. Ouais, cherchez les différences par rapport au dernier Je suis podcast. pas sûr qu'on voit tant que ça. Sachant qu'il y a pas mal aussi de nouveautés qui sont hors champ. Ouais. Bref, vous l'avez deviné, on va parler un peu des updates du Gallois Gym et également, on va traiter deux questions. La première, on va donner notre avis sur les séries de 100, qui sont du coup une technique assez populaire, enfin du moins qui était assez populaire à l'époque pour rattraper des points faibles notamment. Mais qui revient un petit peu en ce moment, voilà, où on dit les séries de 100 sur un point faible, ça revient. C'est des modes. C'est des modes. D'accord. J'ai pas suivi les dernières modes, j'avoue. Et ensuite, mon frère, on parlera des meilleures astuces pour être fort sur tous les mouvements. Sans doute qu'il faut un pantalon bariolé comme tu as. Ouais. Ceux qui ont Paraît la que ça vidéo, augmente encore la une force fois. de 200%. Voilà. Mais voilà, pour faire un petit lien avec cette dernière question, à quoi ça sert d'être fort? Souvent, la force, c'est également lié au gain musculaire. Donc, il n'y a pas que dans un but de force, de développement de la force, également dans un but d'hypertrophie, parce que le but, c'est toujours d'essayer de progresser à chaque séance, et c'est comme ça aussi qu'on fait du muscle. Donc, que tu fasses de la force ou du coup que ton objectif, ça soit la prise de muscle, eh bien, cette dernière question pourra t'intéresser. Mais avant ça, mon frère, on va faire un petit update sur le Gallois Gym, parce que On se tourne les pouces en ce moment. en ce moment, c'est vrai que ça n'avance pas. On était vraiment dans une dynamique où ça avançait bien. Bah oui, parce qu'il y avait forcément peinture, arrivée des petites machines Et d'occasion. c'était des gros travaux aussi. C'était des ça. trucs, genre, t'es arrivé le lundi, la salle, elle était blanche. Et tu revenais le vendredi, la salle, elle était gris graphite. Graphite. Gris graphite, pour ceux qui ont les Non, mais les c'est refs. ça, au tout début. En fait, c'est ça, c'est qu'il y a des gens qui nous disent mais bon courage pour le Gallois Gym, en ce moment, ça doit être riche en travail. Bah non, pas spécialement. En fait, Au tout début, il y a eu de gros travaux. Il y a eu la démolition d'une partie des meubles, comment on appelle ça, des cloisons, etc. existantes. Et puis après, il y a eu la peinture. Ça a été les deux gros trucs. En fait, ça, c'était les trucs, on va dire, c'était les trucs de bourrin. Ouais. Tu te prends pas la tête, t'arrives, il faut péter les trucs, t'arrives, il faut peindre, c'est ok. Là maintenant, je trouve ça limite plus fatigant parce qu'en fait, il faut réfléchir. Non Mais ça, à réfléchir, t'as pas trop l'habitude. ouais, c'est vrai. Ouais. Bon, rappelle-toi Rémi qu'on est deux frères. Il n'y a eu qu'un seul cerveau pour les deux à la naissance. Et c'est moi qui l'ai eu. Non, bah non. Rémi, tu le sais, je le dis tout le temps. C'est ma phrase. C'est comme on est deux frères. Mhm. Il n'y avait qu'une paire de génétique pour les mollets. Et Personne l'a eu. on doit avoir un troisième frère. Oh putain, il nous a caché ça. Putain, ouais. Bref, tout ça pour dire qu'effectivement, en ce moment, c'est différent. C'est beaucoup de plans de construction, beaucoup de devis, beaucoup de questions. Est-ce qu'on fait les choses comme ci? Est-ce qu'on fait les choses comme ça? Est-ce qu'on va pouvoir respecter telle norme? Est-ce qu'on va pouvoir… voilà. Est-ce que du coup, si on fait comme ça sera pratique sur le long terme? Est-ce que si on fait comme ça, c'est moins cher, mais c'est moins pratique? En fait, c'est des prises de décision. C'est des dilemmes cornéliens. Voilà, c'est des décisions importantes parce qu'elles ont des impacts qui sont non négligeables pour la suite. Et à la limite, quand tu n'as qu'une question comme ça va. Mais quand on a 5 par jour, c'est vrai que ça fait quand même une charge qui est assez importante. Par exemple, on peut donner l'exemple de la mezzanine. Nous ne savons pas exactement quelle machine on va mettre là-haut, en fait. L'organisation des Voilà, machines. l'organisation des machines, parce que forcément, l'espace qu'on a, il n'est pas illimité. Et on commence à avoir quand même pas mal de matos. Qu'est-ce qui reste en bas? Qu'est-ce qui va en haut? Il faut qu'on l'organise au mieux pour pouvoir mettre le plus de machines possible. C'est ça. Et du coup, il faut qu'on calcule bien les dimensions, il faut qu'on voit par rapport à la hauteur, il faut qu'on voit. Et surtout aussi, il y a des décisions du style, est-ce qu'on fait un coin pour les jambes, un coin pour les bras, un coin pour les pecs, un coin pour le dos? Bon, ça, on vous le dit, on a pris la décision. On ne va pas faire de coin pour les jambes, de coin pour les bras, etc. Sur le papier, c'est bien, mais aujourd'hui, il y a encore trop de personnes qui font genre pec le lundi. Et si on met toutes les machines à pec dans le même endroit, ça se peut que, en gros, il y ait une plus grosse concentration de personnes qui soient regroupées là dans la salle
au même moment. Ouais, puis moi, j'avais pas forcément même pensé à ça. C'est-à-dire que mieux vaut espacer les machines. Ça circulera mieux. Voilà, pour que ça mieux, circule mieux en fonction du volume et de ce que va représenter la machine. Parce que on voit tout ce que c'est une machine. Parfois, tu as des épis, d'autres qui n'en ont pas. Est-ce que celle-ci va être mieux en largeur, en longueur par rapport à l'espace de la salle de sport? C'est que des questions comme ça. Puis aussi, il faut dire, les machines qui vont aller à la mezzanine, sur la mezzanine, c'est des machines qu'on va devoir soulever pour amener là-haut. Et il y a très peu de place pour monter. Il y a un tout petit escalier. Donc pareil, logique. Est-ce qu'on loue une nacelle? Est-ce qu'on prend un chariot élévateur? Est-ce que non, on fait tout à la main et on monte comme des… Est-ce qu'il faut louer plusieurs trucs, un pour décharger les machines, puis un pour les lever, puis du coup, est-ce qu'on s'en sert pour faire le tour de tous les trucs au plafond? Enfin bref, c'est vrai que c'est beaucoup de trucs relous comme ça. Et encore une fois, on est bon pour trouver des machines, mais pour le reste, qu'est-ce qu'on est nul! Et c'est surtout que, en fait, il faut se dire, ouais, les machines qui vont être sur la mezzanine, c'est des machines qui vont y rester, même quand on va faire les agrandissements. C'est ça. Donc, c'est une décision qui est, voilà, les machines qui… agrandissement, ça je crois qu'on n'en a jamais parlé dans le podcast. On en a parlé dans le tout premier sur la configuration du local et qu'il était fait du coup, en fait, que pour le moment, on n'en exploitait qu'une toute petite partie et que, en gros, dans le futur, il est possible, voilà, d'avoir un agrandissement. On va tout faire. On va tout faire pour. Mais il faut toujours prendre avec des pincettes parce que tant que ce n'est pas possible, et puis c'est un peu notre devise, hein, on ne parle pas forcément des projets tant qu'ils ne sont pas aboutis. Et là, pour le coup, c'est un peu le cas. Mais c'est vrai que pour ça, oui, il y a la possibilité d'avoir un agrandissement. Et donc, les machines qui sont sur la mezzanine devront y rester. C'est ça. Parce qu'on ne va pas s'amuser à traîner… j'allais sortir le nom d'une machine. Non, Rémi. On a trop dit… On a trop dit la dernière fois. Parce qu'il y a des machines qui sont imposantes, très grosses, avec des gros plateaux. Oh putain, Denis, je ne peux plus me retenir. Non, Rémi, garde la surprise. Sois patient, René. Sois patient. Tout ça pour dire que voilà, le Galois Gym avance, mais c'est des avancements qui sont moins visuels qu'avant. Quoique, à partir de la semaine prochaine, on va attaquer de nouveaux travaux qui seront un peu plus visuels, notamment peut-être avec tout ce qui sera du sol, tout ce qui sera des sanitaires, etc., les chiottes. Voilà, il y a ça aussi. Peut-être qu'il y aura des trucs à péter encore. Ouais. On va tout péter. Enfin voilà, donc il va y avoir… Ça fait du bien en fait. Ça fait du bien quand on voit que ça avance. Et quand en plus on peut se défouler un peu et péter un truc, ça fait du bien aussi. Et puis aussi, les machines… aurait dû arriver plus tôt que prévu. Ah oui, enfin, même pas plus tôt que prévu. Elle devait arriver, on va le dire, début novembre. Elles ont été retardées. Et c'est retardé d'au moins 2 semaines. Vous êtes les fidèles auditeurs du Zero Podcast. On est obligé de vous tenir informés. Les machines ont du retard, pour notre plus grand regret. Et on espère quand même les avoir avant la fin du mois, la fin du mois de novembre. Hein. Ouais, parce qu'après, il y a entre 2, 3, 4 semaines peut-être de retard, puisque une fois que ça arrive dans le pays… déjà, elles n'arrivent pas à Limoges en bateau, quoi. Donc il faut que ça arrive au Havre. Après, du coup, on peut avoir des contrôles là-bas, ça peut durer du temps. Le déchargement, en fait, c'est très long. Voilà, il y a le déchargement, il peut y avoir des contrôles. Puis après, du coup, il y a le transport jusqu'ici. Donc, effectivement, pour le moment, on a une date, en gros, au plus tôt, qui serait vers la fin novembre. C'est ça. Mais ça peut repousser aussi plus loin. Donc, sachant que le reste, on a la cuisine, elle, qui du coup arriverait en mi-décembre. Le 10 décembre. Parce que c'est l'anniversaire de notre père. Notre très cher père. Donc potentiellement, on aurait une version quasi finale du Galois Gym pour début 2024. C'est ça. À la fin de l'année, on espère se dire, OK, on entame 2024 avec une belle salle. Et fonctionnelle, pour le coup. Ça ferait vraiment, vraiment plaisir. Et du coup, avec tout ce qu'on pourra faire dans cette salle en plus, mais ça, de toute façon, vous le verrez bien si vous suivez nos aventures, que ce soit sur les réseaux, sur YouTube, avec les vlogs, avec le podcast. Le podcast, du coup, va pouvoir enfin évoluer. On a beaucoup de projets pour le podcast. On n'en dit pas plus. On verra comment ça se passe. Mais ça fait un moment qu'on veut faire évoluer le podcast.
déjà, vous avez dû remarquer quand même qu'il y a eu des efforts qui ont été faits dans le sens où maintenant les podcasts se font en IRL. On a fait des efforts aussi pour améliorer la qualité du son, quelque chose qui du coup revenait quand même assez souvent, mais qui ne venait pas de nos micros, mais qui venait en fait du logiciel avec lequel on enregistrait. Maintenant, du coup, on a des micros directement, donc on a déjà fait ça. On a maintenant 3 caméras. Ici, ici et ici. Voilà. J'espère qu'au record, ça va faire ça aussi. Tac, tac, tac. Comme à la télé. Non, trop de demandes en montage, Rémi. Donc non. En plus, la plupart des gens écoutent le podcast plus qu'ils ne le regardent. C'est vrai. Mais j'essaierai si tu veux, mais je garantis rien. Non. Tout ça pour dire que voilà, on a quand même déjà pas mal évolué par rapport au début où je faisais cramer mon poulet sur les premiers épisodes. Oui. Et on se rappelle du tout premier podcast où j'étais malade comme un chien, on n'avait pas allumé le chauffage à la maison, j'avais un bonnet, j'avais le manteau et tout. Ouais, et d'ailleurs, tu sais que j'avais peur qu'il fasse froid dans la salle. C'est toujours un peu… quand on se dit comme ça, on a une grosse surface. Et là, il faut savoir que tout est ouvert dans la salle. Les fenêtres et les portes sont ouvertes. Donc, il y a de l'air frais qui circule. Mais quand je suis arrivé, j'ai trouvé qu'il faisait bon dans la salle. Et c'est toujours un peu le problème. On se dit, putain, on va cailler de ouf en hiver. Et même en haut, j'ai trouvé qu'il ne faisait pas si froid que ça. Je veux dire, en fait, je n'ai pas senti de différence entre le bas et le haut. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que l'hiver, potentiellement, il ne va pas y avoir de différence de température. Ouais. Et même cet été, quand c'était le cagnard, il faut savoir que… C'était chaud, mais c'était… Il y avait une différence de… À voir quand tu t'entraînes. Hein. Moi, j'ai mis une réserve quand même là-dessus. Il y avait une différence de quelques degrés en haut, mais parce que la chaleur monte. Tu vois, et ça, c'est inévitable, je pense. Il fera toujours plus chaud en haut qu'en bas. Mais comme il n'y avait pas une… Bon, attends, j'étais dans des salles de sport, frère. Tu prends le Basic Fit de Bénédictin à Limoges, tu montes en haut, leur toit, c'est des espèces de je sais pas quoi, c'est un four. Ouais, exact. C'est un four. Et quand tu montes… Ils ne sont pas isolés du tout. Nous, au plafond, c'est isolé. Exactement. Donc, c'est vrai que c'est toujours… Tu flippes toujours un peu. On avait vu l'isolation est effectivement OK pour la salle, mais c'est vrai que ça aussi, c'était un point en mode, bon, bah voilà, tu vois que l'isolation est OK, mais tu l'as pas testé, quoi. Et ouais, tu prends Basic Bénédictin, putain, ils ont des marches pour monter en haut. À chaque marche, tu prends 1 degré, quoi. Et il y a vraiment une grosse différence entre le bas et le haut, alors que nous, vraiment, il n'y avait pas une si grosse différence entre le bas et le haut. Et voilà, on pourra voir toujours pour mettre des installations après par la suite. Mais en tout cas, ça ne sera pas quelque chose de problématique. Après, encore une fois, on avait parlé un peu de la configuration du local. En fait, on est dans une bande, enfin l'établissement où on est là, on est enclavé quelque part. Donc tout autour, en fait, il y a un U. Donc il y a quelqu'un d'un côté, une autre personne de l'autre. Et sur un autre mur, on a aussi une bande qui nous isole en fait du mur extérieur. Donc ça aussi, je pense que ça joue. Donc ouais, ça c'est vrai que c'est un bon point, mais à voir. Le choix du local était quand même ultra important. Et on a quand même trouvé une pépite. On a quand même trouvé une pépite et plus on avance, plus on est quand même content du choix qu'on a fait. Ouais. Et on se dit que de toute façon, on aurait difficilement pu trouver mieux. Exactement. Et puis de toute façon, maintenant c'est fait. On avance sans rancune, quoi. Enfin voilà, on bah, pas rancune ouais, de quoi que ce soit. La décision qu'on a prise, elle est totalement bonne. Et puis de toute façon, on ne s'amuse pas à regarder les autres locaux. Moi, ce local, je l'aime. Ouais. Bah, on l'aime parce que aussi on en prend soin. Même si pour le moment, c'est un cimetière de machines quand même. Hein. C'est vrai. Elles sont toutes désossées. Mais on aime nos machines aussi. Bien sûr. Par contre, j'ai mal au cul. Hein. Ouais, il fait mal au cul. Ah là là, on permute à chaque fois, hein, coup les cœurs. Là, tu vois, la machine à épaules, elle te fait mal au cul pour le moment, mais bientôt elle te fera mal aux épaules. Oui, enfin mal aux épaules. Dans le bon sens. Oui, dans le sens où elle va bien te défoncer. Ouais. Bref, ça c'était pour les avancements. Du coup, rapidement aussi, on avait parlé de la vente aux enchères la dernière fois. J'ai été surpris de voir que dans les commentaires, il y avait beaucoup de commentaires en mode « Ouais, les ventes aux enchères, on veut en savoir plus. » C'était grave intéressant et tout, alors qu'on pensait que ça n'intéresserait pas les gens. Par contre, personne n'a dit quelque chose sur le vélage de vache. Hein. Ça n'intéressait personne. En même temps, voilà, on est sur une chaîne de muscu. Mais les ventes aux enchères, ça intéressait les gens. Donc, la prochaine vidéo bientôt finalement, parce que là, tu as fait la première que tu as faite en ligne et tu partageras la deuxième. Ouais, bah en fait, là, il faut savoir qu'il y a quand même un gros écart dans les sorties des vlogs. Ouais. Pourquoi ? Parce que j'essaye de sortir quand même une
à 2 vidéos par semaine, sauf que je suis resté très longtemps sans faire de vlog. Pourquoi? Parce que, comme on l'a dit, il n'y a pas de gros travaux visuels en ce moment. Et faire un vlog, salut, je fais de la paperasse, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Le dernier vlog en fait qui est sur YouTube en ce moment, ça remonte à quoi? Ça remonte 3 semaines? C'est le dernier que j'ai monté là, qui va sortir dans la semaine, date du 21 septembre, donc il y a un mois. Voilà, on a un mois en fait à partir du moment où vous écoutez ce podcast et au moment où vous voyez la vidéo, il y a Sachant que mois. Les autres vidéos en fait sont prêtes, mais le truc c'est que pour pas faire trop en mode 2-3 vidéos par semaine et d'un coup plus rien pendant 4 semaines. Ouais, tu gardes cette régularité. Voilà, je préfère rester régulier et. Tu es un vrai youtubeur quoi. Bah non, mais c'est mieux. Bien sûr, tu as raison. C'est mieux comme ça. Bref, ça c'était pour les avancements du Galway Gym. Mon frère, maintenant, est-ce que tu as des trucs intéressants à dire sur ta semaine? Non, rien de spécial, même si il me tarde en fait de m'entraîner dans le Galway Gym. Alors, les salles où on s'entraîne sur Limoges, moi je m'en plains absolument pas. On va dire que c'est des petites salles indépendantes où je peux toujours m'entraîner tranquillement, il n'y a jamais trop de monde, le matos c'est ok. Alors bien sûr il pourrait être meilleur, mais voilà, c'est parce que je suis exigeant. Mais j'attends qu'une seule chose, c'est les machines. En fait, tu sais, je coche à chaque fois, je me dis, allez, le leg day que j'ai fait par exemple aujourd'hui, donc mercredi 25, je me dis, ok, il me reste peut-être 3-4 leg day à faire dans la salle indé où je suis, et après je pourrais les faire ici. Et ça, dans ta tête, tu te dis, tu sais, c'est comme les bagnards, tu fais des croix sur le mur, ok, il me reste tant de jours, tant de séances, et j'avance, et j'ai qu'une hâte, c'est de m'entraîner ici. Et donc, c'est pas que j'y vais à reculons, mais c'est que je fais des jumps un peu plus importants sur mes, sur mes mouvements. Je me dis, ok, allez, vas-y, je vais aller au bout du truc. Ou, flemme, je monte et puis je fais pas trop gaffe. J'applique bien sûr tous les facteurs de progression, mais avec peut-être moins d'assiduité, moins de régularité. Je prends l'exemple de mon dumbbell press. Donc, j'ai repris le développé couché aux haltères parce qu'une machine à pec que j'utilisais est cassée, réparée d'ailleurs depuis peu, mais je ne vais pas la reprendre pour les raisons que j'ai évoquées. La salle de sport va bientôt arriver, enfin une autre salle de sport, et je ne voulais pas reprendre un cycle, donc je continue de farmer un peu le développé couché aux haltères. Et puis tu continueras ton cycle aux haltères à la salle? Ah bah non, justement, l'idée c'est de bourriner le cycle de progression au max, et puis après, une fois arrivé ici, je changerai. Je me verrais bien pousser le set d'haltères jusqu'à genre 100, 120 kg, histoire que je puisse reprendre le développé couché aux haltères. 100, 120 par main, trou du cul. Ah ouais? Donc voilà, actuellement, je suis sur un cycle de progression en fait, où les haltères dans la salle vont que jusqu'à 40, donc je m'amuse avec 40 kg, mais c'est un exercice que je n'ai pas fait depuis des années finalement, et que j'aime pas forcément, mais que j'ai pas d'autre choix. Donc voilà, celui-ci, je me dis, allez, force un peu, dans quelques semaines, il sera plus d'actualité. C'est vrai que le développer aux haltères, là, ça c'est très drôle parce que avec Rémi, on fait quand même exclusivement des machines. Et du coup, donc, on progresse bien sur les machines. Et c'est arrivé, notamment dans un des vlogs, moi c'est pareil, ça m'est arrivé, de devoir reprendre le développé aux haltères. Alors c'était le développé aux haltères pour les épaules. Okay. Alors le vlog en question, c'était une de mes séances push quand j'étais blessé à l'épaule. Et que du coup, le Tour de France avait fait que ma salle habituelle était fermée. Du coup, j'avais dû aller dans une autre salle. Donc, nouveau repère. Et là-bas, il n'y avait pas de shoulder press. Et la Smith aussi n'était pas adaptée pour que je puisse le faire à la Smith. Donc, j'avais dû le faire aux haltères. Et du coup, moi qui n'en fais jamais en étant blessé, c'est pareil, j'avais pris les 40 kilos très facilement. Alors, au départ, quand même, ça va un peu dans tous les sens. J'ai pas trouvé, moi. Ah ouais, moi justement, j'ai mis du temps avant de retrouver mon couloir de force, tu vois, c'est cet axe où je suis bien. Mais ça fait combien de temps que j'ai attaqué le cycle? Ça fait 7 semaines? 6 semaines, ouais, 6 semaines. Et il m'a fallu 3 bonnes séances pour me remettre bien d'aplomb. Mais tu te souviens, c'est comme pendant le confinement, quand on s'était entraîné du coup, dans le home gym du voisin. Je ne sais pas si tu te souviens, j'ai refait un cycle au décliné que j'avais très vite arrêté parce que du coup, j'avais recommencé à 120 ou 140 x 8, je crois. Ouais, peut-être bien, ouais. Et alors que j'en faisais plus depuis un petit moment, quoi. Et ça faisait peut-être, je sais pas, 1 an et demi, 2 ans que j'avais pas touché une barre.
Et du coup, j'avais repris avec de grosses performances. Alors, c'est pas forcément ce qu'il faut faire. Et C'est pas non, forcément la morale. mais beaucoup de marge. Ouais. Je veux dire, beaucoup de marge. J'avais gardé des répétitions de réserve. Et pourquoi j'avais changé tout de suite d'exo? Parce que je savais que d'une, j'allais remonter très rapidement beaucoup plus haut. Et deux, en fait, il y avait de meilleures alternatives à disposition qui étaient moins dangereuses. Ouais. Parce que là, il faut sortir. C'était dans un home gym avec un rack un peu branlant, il fallait du coup des personnes et surtout ça prenait la plupart des poids et on n'avait pas tant de poids pour tout le monde. Ouais, exact. Donc j'avais dû trouver d'autres alternatives, mais tout ça pour dire que les gens qui disent oui, tu fais que des machines, refais des mouvements libres, on va voir. C'est possible qu'ici, moi, je m'y remette. Hein. Oui, mais c'est. Enfin, il y a certains exercices où ouais, il y a certains exercices où j'ai bien envie de remettre quelques haltères, mais ça resterait quand même très rare. Ouais, c'est ça. Non, mais je veux dire, c'est comme. Il y a des gens qui me disent oui, fais des tractions et tout. J'ai fait des tractions pour ma réhab de l'épaule avec le kiné du sport. Tu sais, les gens, ils me disent ouais, je suis sûr que tu fais pas de traction. Mec, j'ai tapé des séries de 20 aux tractions au poids du corps en tempo sans aucun problème. Bon, le fait que je sois plus léger a aidé aussi. Mais tout ça pour dire que c'est pas parce que tu fais exclusivement des machines que tu seras nul sur les mouvements libres. Ouais, il y a ça aussi, et puis on n'est pas contre l'exercice libre, ça c'est un autre débat, c'est juste qu'on a de meilleures alternatives et qu'on préfère faire ces alternatives. Mais encore une fois, dans les programmations qu'on fait, si le gars veut faire du développé couché aux haltères, des tractions, des dips, enfin bref, des exercices au poids de corps ou en libre, mais go, enfin il n'y a pas de souci. De toute façon, voilà, même dans un coaching, c'est une discussion. Bien sûr. C'est tu vois avec la personne. Et si la personne, en fait, il y a deux choix possibles. Soit la personne, du coup, veut faire des mouvements libres et du coup, on lui programme les mouvements libres qu'elle aime faire parce qu'elle progressera toujours plus facilement, du coup, sur des mouvements qu'elle aime. Soit, en fait, dans sa salle, les meilleures alternatives à disposition sont des mouvements libres. C'est ça. Ce que je dis souvent, c'est tu ne peux pas adapter une programmation de la même façon pour une personne qui s'entraîne dans son home gym et une personne qui s'entraîne au Gold Gym. Ça dépend toujours le home gym. Oui, ça dépend toujours. Mais oui, je vois où tu veux en venir. C'est-à-dire que si dans son home gym, il n'y a que des poids libres, il va être difficile de faire une bonne chest press. Mais ok, ouais. Tout ça pour dire que je comprends un peu ton… C'est vrai que en fait, le truc, par rapport à la salle et le fait qu'on est impatient, tu sais, tu peux avoir la meilleure salle du monde si tu sais que tu vas avoir encore mieux après. Tu es pressé et d'un coup, ce que tu as actuellement te paraît moins bien. En fait, on est des vaches, nous. Tu te rappelles la comparaison qu'on fait Oui, la vache, elle mange toujours avec la tête à côté parce que l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Voilà, c'est ça. Mais là, qu'elle passe vraiment toujours la tête sous le côté du fil parce qu'elle veut aller dans le champ à côté. Donc nous, on est un peu pareil. On tourne la tête quand on fait nos entraînements parce qu'on voit le galop de gym. La comparaison que j'aurais, c'est pas celle-ci, tu vois. C'est plus genre, on va prendre mon exemple personnel parce que ça marchera mieux. Tu te souviens, frère, le premier téléphone que j'ai eu, je l'ai eu super tard. Je voulais pas de téléphone. Je voulais pas de téléphone. Et en fait, j'ai eu un téléphone quand j'ai été obligé. Donc quand je suis arrivé au lycée et qu'en fait, il me fallait un téléphone pour, en gros, appeler mes darons parce que parfois, il y avait des changements de bus, etc. Et on le rappelle, on habite loin. Donc je voulais pas me taper 2 heures à pied après avoir pris le bus. Et du coup, j'avais pris le téléphone de notre mère, qui était vraiment les premiers téléphones. Je crois que c'est les Sagem. Je ne sais plus ce que c'était, mais pour vous dire, le fond d'écran, c'était un bout de papier. Ah ouais, ouais. Elle avait ça. Je crois que c'était… Après, elle en a eu un, tu sais, où c'était un petit palmier au fond, mais c'était avec la lumière intégrée. Mais c'était un bout de papier, les palmiers. Ah d'accord, ok. En gros, tu voulais changer le fond d'écran, tu changeais le papier. Ah ouais, je me rappelle qu'il y avait un éclairage. Je m'en souviens, ouais, voilà. Et en fait, il y avait de la lumière qui éclairait le truc, quoi. Et lui, donc aujourd'hui, les gens qualifieront ce téléphone de pourri, mais pour moi, il était très bien. Et je me souviens, il y a un jour, j'ai eu une meuf au lycée, et tout de suite, je me suis dit, c'est pas possible, il me faut un téléphone. Et en gros, dès que j'ai su que j'allais avoir un téléphone qui était plus performant, qui pourrait aller sur Internet, il y avait l'arrivée de Snapchat et tout à cette époque, avec lequel je pourrais faire tout ça, mon téléphone qui ne me posait aucun problème et qui m'allait très bien, jusqu'ici, il me paraissait pourri. Et le moindre bug me saoulait. Là, la salle de sport, c'est la même chose. On est dans des salles de sport qui sont très bien,
Mais par exemple, tout à l'heure, j'ai voulu aller à la salle, et donc la salle habituelle, où je fais mes séances jambes avec le hack squat et tout, et j'arrive pour scanner ma carte, et j'ai pas réussi à rentrer parce qu'il y avait un bug. Il y avait personne à l'intérieur, parce que souvent je suis tout seul quand je m'entraîne, du coup personne pour m'ouvrir. Donc qu'est-ce que j'ai dû faire? J'ai dû changer de salle pour aller m'entraîner et faire ma séance jambes. En soi, c'est chiant, c'est pas grand-chose. Je me dis, bon, moi en général, je suis no stress, ça me prend pas la tête. Mais là, par exemple, ça m'a fait un truc. Et je me suis dit, putain, vivement qu'on ait notre salle, parce que s'il y a un problème, je pourrais m'en prendre qu'à moi. Si la salle ne veut pas s'ouvrir, c'est parce que j'ai pas mes clés, mais j'aurai mes clés. Et voilà, je pourrais m'en prendre qu'à moi-même. Là, du coup, à part insulter la serrure et essayer de taper sur la porte pour voir s'il y avait quelqu'un à l'intérieur, c'est tout ce que je pouvais faire. Oui. Et du coup, je me suis dit, ouais, vivement le Galway Gym. Donc effectivement, ça me fait penser un peu à cette comparaison-là du téléphone qui, en gros, m'allait très bien avant. J'aimais beaucoup mes petits palmiers. Et ensuite, quand j'ai su que j'allais en avoir un autre après, tout de suite, il me saoulait et il n'allait plus, quoi. Donc voilà un peu l'état d'esprit dans lequel on est. Mon frère. Bien. Et toi, retourne un petit peu sur tes séances, sur ta vie. Moi, ça va. Ça va, ouais. Tu as fait d'autres vélages? Non, j'ai pas fait. Non, j'en ai fait un dans le champ la dernière fois, ce qui m'a mis un peu en retard pour ma séance, donc j'ai dû speeder. Mais sinon, ça va. En ce moment, il pleut, donc c'est chiant pour les steps. C'est vrai, ouais, il y a ça le temps. Ça le temps, donc c'est chiant pour les steps, mais c'est pas grave, j'arrive à compenser autrement. Et ouais, pas mal de boulot en ce moment, mais j'ai envie de dire comme d'hab. Le jour où j'aurai plus de boulot, c'est que je serai mort. Mais non, pas grand-chose de plus à dire, si ce n'est que ouais, j'ai hâte que le Galway Gym avance. Et ouais, j'ai pas préparé de trucs à dire. Enfin, de toute façon, j'en prépare jamais. Mais je pense que ce dont j'ai parlé précédemment faisait office quand même de retour sur ma semaine. Et on va pas étendre le podcast parce que déjà… Question. Ouais, les gens vont dire « Oui, c'est trop long !» Il y a un mec, il m'a mis en story, je ne sais pas s'il t'a mis en story. Il a dit un truc, je ne sais plus ce qu'il a dit, un truc genre « J'adore ces podcasts, mais je les écoute en x2 ». Donc, je ne sais pas comment le prendre. Ouais, moi non plus. Dédicace à tous ceux qui nous écoutent en x1. Merci à vous. Merci à vous. Je ne sais pas si vous êtes nombreux. Mais oui, bien sûr qu'ils sont longs, mais c'est aussi le problème, qu'on aime bien, on prend le temps. Le problème, c'est qu'on ne pourra jamais satisfaire tout le monde. Plaire à tout le monde, c'est ça. Et en fait, quand tu cherches à plaire aux autres, tu finis par plus aimer ce que tu fais. Donc autant conserver un format que nous, on aime faire avec Rémi, que tu vois, genre la dernière fois, dernier podcast, moi j'étais fatigué de ouf. Yes. Ah oui, t'écoutais même pas ce que les réponses. Tu disais exactement la même chose que moi. J'étais éteint de chez éteint. Mais par contre, j'avais pas de problème à faire le podcast. Si on se force à faire des podcasts où du coup on fait, par exemple, où on rush, on ne fait pas de retour sur la semaine, on fait que des questions en mode robot, voilà, c'est pas quelque chose qui va nous plaire et au final, le podcast finira par s'arrêter. D'autant plus que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les gens commentent plus facilement le négatif que le positif. C'est-à-dire que sur un épisode du podcast, sur la première semaine, il va faire 5000 écoutes. Et sur les 5000 écoutes, la plupart des gens qui vont l'apprécier ne vont rien dire, ne vont même pas liker, etc. Il y a quelques personnes qui vont le faire. Merci à vous. D'ailleurs, j'adore interagir avec vous dans les commentaires, notamment sur YouTube. Mais il y a également aussi beaucoup de négatifs qui va ressortir parce que le négatif… Beaucoup. Non, mais je veux dire… Ouais. Il y a du négatif qui ressort dans le sens où la dernière fois, il y a un mec qui nous a dit quoi? Il nous a dit ouais, être en 2023, faire un podcast sans les timecodes, c'est inacceptable. Les gars, votre podcast, il ne montera pas ou un truc comme ça. Bon, déjà, qu'est-ce qu'on en a à faire que notre podcast, il monte ou pas? C'est la première chose. Et deuxièmement, les timecodes y étaient. C'est juste qu'il n'avait pas fait attention. Mais tout ça pour dire que c'était un commentaire qui était quand même négatif et le négatif sort toujours plus facilement que le positif. Entre-temps, j'ai voulu lui répondre, mais son commentaire avait été supprimé, je crois, ou du moins il a peut-être été modéré. Ça se trouve, il s'en est rendu compte. Il s'est dit, ah merde, ça se trouve, voilà. Bref, tout ça pour dire que les gens sur lesquels le format qu'on fait ne plaît pas, par exemple qu'on prend trop de temps, auront toujours plus de facilité à le dire que les personnes qui l'aiment. Mais au fond, si on fait des stats, il y a beaucoup plus de personnes qui aiment
qu'on fasse le format comme ça que de personnes qui ne l'aiment pas. Et nous, on préfère faire comme ça, donc on continuera comme ça. Bien sûr. Question. La première question, Rémi, c'est quoi? On commence par les séries de 100. C'est quoi la deuxième? Comment fait-on pour être plus fort sur nos exercices? Pas mal. Pas mal. Pas mal. Bravo, Rémi. Alors, première question. Les séries de 100. Que pense-t-on des séries de 100? Peut-être remettons un peu de contexte. Et tout à l'heure, je parlais un petit peu de cet effet un peu de mode qui revient. Alors, oui et non. Enfin, c'est juste que j'ai un de mes suivis qui était avec Rudy Koya et qui est passé avec moi. Et forcément, Rudy Koya est un adepte des séries de 100. Donc c'est pour ça que du coup j'ai pensé à l'effet de mode, mais pas forcément finalement. Les séries de 100, pour les remettre un petit peu dans leur histoire, ça a été démocratisé un petit peu par, enfin vulgarisé et démocratisé en France par Michael Gundil et Frédéric Delavier, sur l'efficacité que pouvaient avoir les séries de 100 sur un muscle faible, un point faible. Et donc, par cette répétition importante, ces répétitions importantes, eh bien, on pouvait peut-être améliorer eh bien, ces muscles un peu en retard. Et puis après, forcément, ça a été repris aussi par Rudy Koya, qui s'est emparé totalement de cette technique et qui a mis en place plein de cycles de progression autour des séries de 100. Donc voilà un peu pour le contexte. Maintenant, est-ce que les séries de 100 sont… Attends, mais les séries de 100, comme leur nom l'indique, ça consiste à faire des séries de 100, pour ceux qui n'ont pas compris. Oui et non. Oui et non, j'ai envie de répondre. Mais la méthode originale, c'est un peu ça. Tu fais des séries de 100 en une fois ou avec du coup des rest-pauses entre… Tu es obligé de faire des séries de 100 avec des rest-pauses. Ou alors vraiment, tu as un poids très, 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 très léger. Je pense que les rest-pauses sont nécessaires quand tu montes. Alors, tu disais 100, c'est pas forcément l'objectif à chacune des séances. Pour moi, les séries de 100, c'est avant tout aussi un cycle de progression où tu vas monter petit à petit tes répétitions pour obtenir les 100 reps. Mais ça ne veut pas forcément dire que tu commences ta série et ta progression à 100. Tu peux commencer très bien ton cycle de progression à 20 et après l'augmenter petit à petit de semaine en semaine, de 2 en 2, de 5 en 5 ou de 1 en 1, peu importe, pour obtenir du coup les fameuses séries de 100 répétitions. Je ne pense pas que les séries de 100 soient uniquement un format où, paf, il faut que tu fasses directement tes séries de 100. Après, c'est la méthode originale qui est comme ça. Ouais. Il y a beaucoup de choses dont on a parlé. On a toujours commencé à présenter la méthode originale et après peut-être parler des méthodes modifiées, un peu comme on l'a fait la dernière fois avec le full body, etc. Ça, la version un peu moderne. Mais à la base, voilà, les séries de 100, c'est tu fais des séries de 100, tout simplement. Et en fait, le but derrière tout ça, c'est quoi? C'est d'améliorer ta connexion cerveau-muscle avec du coup le muscle sur lequel tu fais des séries de 100. Exemple, tu as un point faible sur les épaules. Du coup, on va te recommander par exemple de faire des séries de 100 aux élévations latérales pour du coup améliorer ta connexion cerveau-muscle avec les épaules. Si tu as un point faible sur les pectoraux, on va te recommander de faire des séries de 100 sur par exemple des écartés à la poulie, sur des écartés à la machine. En général, on met ça avec un exercice d'isolation pour du coup eh bien, essayer d'améliorer cette connexion cerveau-muscle. Oui. Je pensais à autre chose, notamment sur l'utilisation des séries de 100. Je me rappelle aussi avoir vu dans pas mal de programmations… Je me pète la gueule. Reste avec nous. Tu sais, dans les fameuses séances, comment ils appelaient ça? Les séances, quand tu faisais un split, j'arrive plus à retrouver le nom, des niais de moi. Tu faisais ton split classique. Et tu avais le rappel, voilà, la fameuse séance rappel. Et dans cette séance rappel, tu avais des séries de 100 qui pouvaient être proposées pour faire une sorte de récupération, je mets bien des guillemets autour de ça, active sur une zone qui était courbaturée, par exemple. Donc, moi, je me rappelle de programmation où tu faisais les pecs le lundi, par exemple, et à la fin de ton split de semaine, tu avais la fameuse séance rappel où tu retrouvais des séries d'écartés de 100 répétitions à la poulie pour essayer d'améliorer un petit peu la récupération sur la zone. Donc, les séries de 100, ouais, moi, je les ai vues à toutes les sauces. Encore une fois, on reviendra plus tard sur est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, dans quel cas l'utiliser, pas l'utiliser, machin. Mais voilà, moi, je me rappelle avoir vu ça un peu partout, dans pas mal de programmations.
quand c'était un peu, voilà, un peu de mode? Bah, moi, en vrai, depuis le temps que je m'entraîne, j'ai pas vu beaucoup de personnes faire ces fameuses séries de 100. Parce que sur le papier, en général, c'est bien. Enfin, la théorie est OK. La pratique sur le terrain, c'est moins ça. Mais on en parlera un peu plus tout à l'heure. Les rappels, c'est ultra intéressant. C'est vrai que là, putain, tu m'as ramené en arrière. Ça fait un moment que j'ai pas entendu parler de rappels. On pourrait faire tout un podcast dédié à ça parce que c'est vrai que cette question est très intéressante. les rappels, c'est très, 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 très vaste. Quoi qu'il en soit, mon frère, on va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu penses que les séries de 100 sont une bonne idée pour rattraper un point faible? Alors, tu vois, je m'arrêterai à la fin de ta phrase. Est-ce que les séries de 100 peuvent être utilisées? Oui. Pour un point faible, je dirais non. Tu vois, je m'arrêterai à Est-ce la que, moitié est-ce de que la les phrase. séries de 100 peuvent être utilisées? Tu dirais oui. Je dirais que ça peut être utilisé. Dans Voilà. dans quel but? Dans quel but? Dans un but où tu as envie de te faire plaisir, à avoir un giga pump et pourquoi pas Mais du coup, pas dans un objectif de prise de muscle. dans un objectif de kiff. Forcément, si tu allies une progression, une surcharge progressive sur ton mouvement, tu peux. Par contre, ça reste à quantifier. Parce que les séries de 100. Série de 100 pour créer du muscle, c'est très compliqué, on est d'accord, parce qu'on va plus générer une fatigue plus qu'une hypertrophie. Le seul ouais. moment où tu peux faire des séries de 100, selon moi, effectivement, c'est pour te pumper. Voilà. Exemple, avant une compétition, avant un shooting. Maintenant, Pour le kiff, ça peut être aussi, je sais pas, des personnes qui veulent faire, je sais pas, un drop set ouais, mais en charge. ouais, mais alors Tu à fais la un drop limite, set en charge, tu montes en répétition et tu vas monter très très vite en rep. si tu fais un drop set, frère, même si tu fais un drop set au curl, je sais pas, tu pars de 20, tu fais 20, 16, 10, 8. Bah, ça te fait combien de reps? Ça fera pas beaucoup de. Bah, Quand ça je, te fait 30-40. quand je fais des drop sets, C'est vrai que ça fait beaucoup de ouais, reps, ouais, je suis d'accord. 100 reps, c'est 100 reps, énorme. Hein, c'est énorme. 100 reps, c'est énorme. C'est Je énorme. le reconnais. Voilà, tout ça pour dire que, honnêtement, de mon point de vue, il n'y a pas grand intérêt à faire des séries de 100, que ce soit pour rattraper un point faible ou pour développer du muscle. Pourquoi? Dans le premier cas, pourquoi pour développer du muscle, ce n'est pas une bonne idée? Tout simplement parce que plus tu vas monter haut sur ta fourchette de répétition, et plus il y a de risques qu'il y ait des facteurs limitants qui interviennent, qui mettent fin à ta série. Ce qui fait que, au final, si tu fais des séries de 100 pour les épaules, au bout d'un moment, c'est forcément un autre facteur limitant qui va intervenir. Conserver ta technique, conserver ton tempo, tu vas avoir des dégradations d'à peu près tout, alors que sur des séries courtes, c'est beaucoup plus simple de progresser. Et du coup, en général, plus ta fourchette de répétition est courte, moins il y a de chances qu'il y ait de facteurs limitants qui interviennent au cours du mouvement. Donc, plus ta fourchette est haute, et plus tu as de chances d'avoir des facteurs limitants, le souffle, etc. Selon moi, ce n'est pas une bonne idée. Deuxième point, pour rattraper un point faible, pourquoi ce n'est pas une bonne idée non plus? On va reprendre l'exemple des épaules. Les épaules, si tu fais tes élévations latérales en série de 100 et que tu as du mal à recruter ton faisceau latéral, c'est avant tout parce que tu fais mal ton mouvement. On ne va pas se mentir. C'est avant tout parce que tu fais mal ton mouvement. Si tu fais une série de 100 en faisant mal ton mouvement, il y a de grandes chances que par exemple ça soit tes trapèzes qui fassent toute la série. Et tu vas te retrouver en fait à faire une série de 100 non pas pour les épaules mais pour les trapèzes. Donc au final, ça n'a que peu d'intérêt de faire ça. La base de tout pour les points faibles, c'est de faire tes mouvements correctement. Si tu fais ton mouvement correctement, que ce soit pour les pecs, imaginons que tu as un point faible sur les pecs, tu me dis oui, quand je fais du développé couché, je sens tout dans mes épaules, c'est parce que tu fais mal ton mouvement. Si tu as la même chose quand tu fais des écartés, c'est parce que tu fais mal ton mouvement. Et en fait, juste si tu corriges ton mouvement et que tu fais en sorte qu'il respecte la fonction du muscle que tu veux cibler, alors tu n'as aucun intérêt à monter dans une fourchette de répétition aussi haute que 100 reps. Et tu auras beaucoup plus d'intérêt à travailler dans une fourchette de répétition plus basse en respectant la fonction de ton muscle parce que tu auras moins de facteurs limitants, tu seras donc plus proche de l'échec et tu feras donc plus de gains musculaires. Ouais, je te rejoins effectivement, tu as bien raison. C'est vrai que moi, cette notion de 100 répétitions, je n'arrive pas à me l'intégrer dans le sens où c'est 100 reps à atteindre. Je me dis toujours que c'est du high rep, aller chercher une fourchette de répétition très haute. Et dans quel cas, c'est possible d'avoir une progression sur un mouvement où tu vas chercher, je sais pas, du 15, 20 plus par exemple. C'est vrai qu'au-delà de 50, c'est vrai que ça fait beaucoup en termes de répétition et c'est peut-être plus ça sur lequel je voulais revenir. Comme tu l'as dit, créer du muscle avec des séries de 100, ce n'est pas forcément l'idéal, puisque même si tu t'appliques sur ta technique,
ce qu'il faut avant tout, c'est quand même avoir une certaine aussi méthodo de progression. Donc, comme on le sait, des séries de 100, ce n'est pas forcément l'idéal, c'est plutôt des séries moyennes, enfin courtes, moyennes, semi-longues, on va dire, qui vont être intéressants d'utiliser. Je prends l'exemple des épaules. Est-ce qu'une série de 100 sera aussi bénéfique qu'une surcharge progressive sur, je sais pas, des élévations au câble ou aux haltères, peu importe, mais dans une fourchette un peu plus basse où tu vas vraiment aller chercher du coup une fourchette de rep que tu t'es indiquée basse. Tu vois, c'est peut-être plus facile de progresser. Surtout que en fait, les séries de 100, c'est vraiment tout au fond du panier à mettre comme technique pour rattraper un point faible. C'est ça. Je veux dire, tu as tellement d'autres choses avant à mettre en place pour rattraper un point faible. D'ailleurs, on n'a pas fait de podcast spécial rattraper un point faible? Sans doute. Non, on n'a pas fait. Je crois qu'il n'avait peut-être pas marché. Peut-être bien. On le refera. Comme tu l'as dit, c'est tout au fond du panier. Mais c'est même pas, en fait, c'est en dehors du panier, j'ai envie de dire. Ouais. C'est en dehors du panier. Il y a tellement de choses à mettre en place avant de penser, d'imaginer les séries de 100. D'autant plus qu'on ne va pas se mentir, la plupart des gens qui vont vouloir faire des séries de 100 pour améliorer leur connexion cerveau-muscle, c'est des personnes qui ne vont pas avoir une grosse masse musculaire. Et c'est normal que lorsque tu n'as pas une grosse masse musculaire, tu aies du mal à les ressentir. Mais encore une fois, tu n'as pas besoin de ressentir tes muscles pour les développer. Fonction, bien sûr. Voilà, juste respecte la fonction de tes muscles, tu vas voir qu'ils vont se développer et peut-être qu'à un certain moment, tu vas voir que effectivement, quand tu auras une certaine masse musculaire, tu vas commencer à avoir peut-être certaines zones qui se sont développées plus vite que d'autres. À voir d'ailleurs en fonction de ta morphologie, il y a des choses qui peuvent s'expliquer très bien et à partir de là, quand tu as une certaine masse musculaire, eh bien, c'est là où tu vas commencer à peut-être prioriser le volume, changer certaines choses, adapter l'intensité, changer la fréquence, modifier ton programme, choisir les exercices différemment. Bref, tout plein de choses qui vont faire que eh bien, tu vas pouvoir progresser et rattraper les groupes musculaires qui ont commencé à prendre du retard. Mais si aujourd'hui, voilà, tu es aussi fin que le manche d'un balai et que tu commences à te prendre la tête avec des séries de 100, je te le dis, tu vas perdre ton temps. Non mais c'est vrai. Oui, tu as raison. Alors, après, comme tu l'as dit, je pense que ces personnes qui s'intéressent aux séries de 100, c'est aussi des personnes qui n'ont pas encore vraiment appliqué les méthodos de progression que l'on connaît tous. Et j'ai envie de te dire, les séries de 100, il ne faut pas dire c'est inutile, il faut juste pas forcément les utiliser ou les garder de manière occasionnelle pour les raisons qu'on a dit. Pourquoi pas, tu veux te faire un petit pump à la fin de ta séance sur un exercice, mais en faire chaque semaine, tu te rends compte de la fatigue que ça va générer. Parce que c'est inutile surtout. Ouais. Quelle perte de temps. Non, mais c'est vrai. T'es tranchant, mais bon, je suis toujours pareil. Moi, je sais pas pourquoi je me focalise sur mon high rep. Mais oui, le 100 reps, les 100 reps, c'est 100 reps, c'est énorme. Il n'y a pas franchement d'intérêt à aller au-delà de 30 répétitions. C'est ça, voilà. N'allez pas au-delà de 30 répétitions. Il n'y aura pas d'intérêt à ça. Et vous auriez déjà en plus un très bon pump avec 30 reps, alors pas besoin de pousser à 100. Non, vraiment, les séries de 100, c'est quelque chose qui a été populaire à une époque. Pourquoi ce n'est pas une méthode qui a continué dans le temps? Parce qu'elle n'est pas efficace. Parce que voilà, peut-être qu'en théorie, elle est bien, mais en pratique, c'est quelque chose qu'on se rend compte qui ne fonctionne pas. Et surtout que y a des choses qui sont bien plus efficaces. Mais je trouve quand même qu'aujourd'hui, on parle un peu moins des séries de 100. Et effectivement, les gens qui ont tendance à vouloir se pencher sur la question, c'est souvent pas les personnes qui devraient se pencher sur la question. Et en plus de ça, c'est également des personnes qui ont tendance à un peu tout tester, etc., dans le but de prendre du muscle. On a même, on prend notre exemple. Nous avons testé les séries. Moi, j'ai testé les séries de 100. Bon, il y a de ça quelques années. Et même, on l'avait fait pendant le confinement. Rappelle-toi sur certains exercices, je me rappelle sur les élévations latérales. Voilà, je me rappelle qu'on avait fait des séries très très longues. Alors encore une fois, est-ce qu'on avait atteint les 100 reps? Peut-être pas, mais je me rappelle qu'on avait bien bourriné de cette façon-là. Je pense pas que honnêtement, je pense pas avoir dépassé les plus de 30 reps. Hein. Ouais, faudrait que je sorte honnêtement, même les élévations latérales, j'ai toujours été partisan des élévations latérales lourdes. Et tu vois, au contraire, moi, même mes élévations latérales, je les ferais bien en 5 reps. Hein. Voilà. Mais c'est important qu'on en parle parce que justement, ce qu'il faudrait faire
dans le cas, c'est voilà, pour les personnes qui imaginent que les séries de 100 vont être bénéfiques pour rattraper un point faible, non. Ce qu'il faut faire, c'est garder les mêmes méthodes de progression que sur vos autres exercices, des fourchettes de répétition entre 5 et 30 et appliquer les facteurs de surcharge progressive. Point barre. Comme ça, vous aurez à chaque fois une standardisation. Vous allez avoir aussi des facteurs limitants qui vont être moindres. Enfin voilà, c'est à partir du moment où on va chercher trop de répétitions, il y a trop de paramètres, trop de variables qui vont être chamboulés. Conclusion, les séries de 100, c'est de la merde. Voilà. Non, et après, tu vas en faire un réel et puis les gens vont faire « Oh non, le drama, c'est pas possible. Qu'est-ce que dirait Gundil ?» Oui, c'est vrai. Non, c'est juste qu'il existe de bien meilleures méthodes que celle-ci. Donc ne perdez pas votre temps avec ce genre de méthode, sauf si vous voulez expérimenter ou sauf si vous voulez perdre votre temps. Non, mais si, l'expérience fait partie du pratiquant. Bannissez-les de manière globale, mais si vous voulez vous amuser en fin de séance une fois, pourquoi pas pour avoir un pump, tester des choses. Ouais, essayez. Non, c'est vrai. La phase d'expérimentation est très importante, comme tu le dis. C'est comme il n'y a pas si longtemps, j'ai fait une vidéo qui était d'ailleurs extraite d'un vlog. C'était sur les poulies doubles et les poulies simples. Ouais. Et il y a donc les poulies doubles. En général, tu peux mettre du coup 2 fois plus de poids que sur une poulie simple. Ça. Je vous renvoie du coup à la vidéo si vous voulez savoir pourquoi. Et il y a un mec qui a dit, donc si je mets 50 kg sur la poulie simple, je pourrais pas le mettre, sur la poulie double, je pourrais pas le mettre sur la poulie simple. Je lui ai dit, essaye. Et voilà. Essaye et tu verras. Mais je vois où il veut en venir peut-être ce gars-là, parce que c'est le repérage des poids qui est biaisé entre une poulie double et une poulie simple. Parfois, les poids indiqués sur des poulies simples ne sont pas forcément ceux indiqués de manière générale, le poids représenté, et sur ta poulie double, c'est la même chose. Des fois, les poids ne sont pas forcément les bons. Donc, il n'y a pas peut-être sur une poulie double, poulie double et poulie simple, il n'y a pas forcément ce côté de démultiplication. Je pense que tu as perdu les gens, mais pour faire simple, effectivement, pour expliquer, sur une poulie double, s'il y a écrit 50 kg, il n'y a pas réellement 50 kg, il y a plutôt 25. Il peut y avoir parfois écrit 50 kg et vraiment 50 kg, et sur ta poulie simple, par contre, il y a un autre poids qui est indiqué. Tu vois ce que je veux dire? Tu as confondu poulie simple et poulie double. S'il y a 50 kg sur la poulie simple, il y a vraiment 50 kg de l'autre côté. Voilà, c'est ça. Mais sur ta poulie double, ce que je veux dire, c'est qu'il y a peut-être parfois la démultiplication qui est opérée, mais peut-être que aussi les concepteurs ont mis le bon poids sur les stacks de poids. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça aussi, mais ça serait peut-être bien d'avoir ça. Ouais, mais ça ferait trop mal à l'ego. Ouais, c'est vrai que les poulies vis-à-vis sont des poulies du coup doubles, et là vraiment. J'ai vu ça une fois. C'est une poulie que je veux absolument au Galois Gym. C'était une poulie d'angle. Vous savez, vous connaissez notre amour pour les poulies d'angle. C'était une poulie d'angle Live Fitness. Et exact. Cette poulie d'angle, elle avait 2 possibilités. Soit du coup, on avait une poulie double. Et donc, à ce moment-là, il y avait, imaginons, 90, c'était en livres. Soit du coup, avec une manette, on pouvait la transformer en poulie quadruple. Exact. Ouais. Ah oui, tu pouvais rajouter. Et là, en fait, on se retrouvait avec des mecs qui faisaient des écartés à la poulie avec tout le stack de poids, qui étaient très contents. En plus, c'était juste en face du miroir, donc pour l'ego, c'était génial. Mais au final, il y avait que dalle en termes de poids. Il y avait vraiment que dalle. Vu comme c'était du coup une poulie 4, ça divisait par 4 la charge. Donc en réalité, s'il y avait 100 kg, en réalité, il y en avait que 25. Voilà. Donc ça fait énormément plaisir à l'ego. Mais soyez observateurs du coup sur les poulies que vous avez dans vos salles de sport. Vous avez les poulies simples, souvent ce sont les tirages verticaux. Et puis après, vous avez les poulies vis-à-vis où là, c'est des poulies démultipliées. Et si vous voulez level up et faire des exercices pratiques en situation réelle, vous allez sur des chantiers et vous regardez les poulies et vous comptez les poulies et vous essayez de savoir la démultiplication des poulies des engins de chantier. Ben oui. Et là, vous allez passer pour un fou, mais vous allez comprendre le principe des poulies. Bref, parenthèse, j'espère que les gens nous auront suivis. Hein, parce que celui-ci, il n'était pas évident à suivre. Mais Denis, on a des auditeurs qui sont… Ouais, mais tu vois, c'est dommage. Plein de connaissances. Tu vois, si on avait la poulie d'angle ici, on aurait pris une caméra, on a dit, tu vois, là, c'est comme si, machin, on aurait pu montrer directement. Là, on fait que parler. Mais peut-être que bientôt, ça arrivera. Peut-être. Bref, seconde question, Rémi.
Rémi, seconde question, tu t'en souviens? Je suis sûr que je l'ai oublié. Je ne vais pas la reformuler comme tout à l'heure. Moi, ça me fait trop rire. Quelles sont vos astuces pour être fort sur vos exercices? Pas mal. Ouais, en gros, c'est ça. C'est du coup, quels sont nos meilleurs conseils pour être fort sur tous les exos? Parce que, effectivement, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, la progression en force est également liée à la progression en muscle. En fait, c'est simple. Il faut partir du principe que la prise de muscle, c'est un mécanisme de survie. En gros, tu imposes une tension à ton muscle. Exemple, tu lui imposes un développé couché à 20 kg. Et du coup, en fait, tes fibres s'hypertrophient pour, du coup, s'adapter à cette tension de 20 kg. Mais si tu continues, au bout d'un moment, elles n'ont plus besoin de s'adapter. Elles se sont suffisamment adaptées, et donc elles n'ont plus besoin de continuer à s'hypertrophier pour résister à 20 kg. Par contre, si la semaine d'après, tu mets 22 kg, bah, du coup, la tension est différente. Tu as déjà eu une première adaptation, mais du coup, tu as une tension qui est plus forte, tu as une tension qui est croissante, et du coup, bah, ton corps doit continuer à s'hypertrophier. Et si en fait, tu as toujours une tension qui est de plus en plus croissante, ton corps, tes muscles doivent continuer à s'hypertrophier en continu pour, du coup, s'adapter à cette tension qui est toujours croissante. C'est tout simple, c'est le mécanisme de survie de base. Donc, en gros, si tu deviens plus fort sur tes exercices, eh bien, tu deviens aussi plus musclé. Donc, comment devenir plus fort sur tes exercices? En devenant plus musclé, et inversement. Mais c'est pas ça qu'on veut dire. Plus tu es fort, plus tu es gros. Non. Tu te rappelles de cette phrase? C'est une très... Alors, pour ceux qui ont la ref, mais c'est l'inverse, c'est... Plus tu es gros, plus tu es fort. Mais là, du coup, je l'ai fait exprès de le faire muter à l'envers. Pas mal, mon frère. Mais voilà, c'est ça, en fait, ce qu'il faut... Mais déjà, c'était pour expliquer la relation. Mais c'est le mécanisme de la surcharge progressive. Enfin, voilà. Oui, c'est pour ça. Effectivement, c'est de là dont vient la surcharge progressive. Et c'est pour ça que, du coup, il faut chercher à progresser. Parce que, du coup, derrière, ça va se traduire par une augmentation de la masse musculaire. Demande à ton corps de s'adapter à la salle de sport en augmentant les charges et enfin tous les mécanismes de surcharge. Mais en fait, c'est con, mais tu sais, parfois, les gens, juste quand tu leur expliques pourquoi ils font quelque chose, ils y trouvent un sens et ils arrivent plus à s'appliquer dedans. Ah bah là, pour le coup, voilà, c'est très schématique. Hein. Parce que les gens ont tendance, tu sais, on leur dit, tu veux prendre du muscle, il faut faire la surcharge progressive. Les gens comprennent globalement qu'est-ce que la surcharge progressive, mais au final, ils ne savent pas ce qu'il y a derrière. Le fait d'expliquer pourquoi tu fais quelque chose, bah, tu comprends mieux pourquoi tu le fais. C'est un peu comme quand je fais une programmation pour un de mes clients. Le fait de lui expliquer sa programmation, le fait de lui expliquer le choix des exos, il comprend pourquoi il le fait, il comprend la stratégie et du coup, c'est plus facile pour lui de la mettre en place. Si aujourd'hui tu prends un programme que tu ne sais pas, que tu ne comprends pas la stratégie qu'il y a derrière, tu auras toujours beaucoup plus de mal à l'appliquer. Donc, le fait de comprendre pourquoi tu fais les choses, c'est quelque chose qui va t'aider dans ta progression. Maintenant, comment devenir plus fort? Est-ce que tu as, on va peut-être donner un tips chacun pour... tu veux commencer ou tu veux que je commence? On va quand même mettre ce qui est le plus important tout en haut, c'est la stabilité. Plus vous serez stable, plus alors, vous serez... moi, je n'aurais pas mis ça en haut, tu vois. Ah ouais? Ouais. Bon, alors, on va dire que c'est un petit post-it qu'on cale ici sur un grand tableau, vous imaginez. Mais ça va rejoindre. La stabilité. Ça va rejoindre. Oui, parce que je vois ce que tu veux peut-être utiliser après des... Ah ouais, vas-y, je veux dire quoi? Tu vas dire... Est-ce que tu es dans mes pensées? Vas-y. Oui. Je vais faire de la télépathie. Là, je suis sûr que tu dis, il faut utiliser des sangles de tirage pour être pour limiter du coup le facteur limitant de la poigne. Pas ça. Je pensais pas à ça. Ta phrase, tu pourrais vraiment être télépathe. Non, c'est pas ça du tout. Non, c'est pas ça du tout. Bref. Non. Ça, c'est un truc qui vient en dessous, mais la stabilité, plus vous serez stable sur vos mouvements, plus vous serez fort et donc plus vous allez progresser sur l'hypertrophie. C'est le truc tout simple, c'est avoir des setups similaires à chaque fois, où vous savez où vous mettez votre banc, où vous mettez vos pieds, où vous mettez vos mains, où vous réglez la poulie, etc. À partir du moment où vous avez votre poids qui est stable, votre tronc, votre cul, en fait, quand vous êtes bien posé, eh bien, c'est à ce moment-là où vous allez pouvoir faire vos mouvements dans la position la plus stable possible. Voilà, pour moi, la stabilité, c'est quand même l'un des facteurs les plus importants. Je pense que ça rejoint un peu ce que tu dis, mais je vais être plus global encore.
Dans le sens où, souvent, ce que les gens me disent, c'est « Denis, comment tu fais pour être aussi fort ?» Oh putain. Oh, ils tirent les pompes, les gars, hein, quand même. Non, mais je veux dire… Oh, Denis. Oh, qu'est-ce que t'es fort. Les gens me disent… Parfois, les gens… Alors, c'est pas exactement ça qu'ils me disent. Ils me disent « Comment tu fais pour être aussi fort en étant skinny ?» Finis la phrase, bordel. C'est quand même le plus drôle. J'ai enlevé la partie qui faisait mal. Les gens, souvent, du coup, effectivement, se disent, mais voilà, c'est vrai que tu maxes toutes les machines. C'est vrai, je curl la poulie, le leg extension, tout à l'heure, je me suis amusé. J'ai blindé le leg extension, etc. Écoute, je dis un peu mon ressenti et souvent, ce que je leur dis, et c'est même quelque chose que du coup j'ai compris à l'époque où je faisais de la force, c'est que si tu veux être fort, le facteur numéro 1, c'est ta technique. Ah oui. C'est ta technique. Tu ne peux pas être fort si tu as une technique de merde. Et encore une fois, du coup, j'ai fait de la force, notamment du bench, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Il y a un moment où ton seul moyen de progresser, c'est d'améliorer ta technique. Et tu regardes les powers, les powers cherchent toujours à améliorer leur technique. Parce que ce qui fait qu'ils échouent sur leur barre, c'est vraiment une très faible partie du temps à cause du fait qu'ils ne sont pas assez forts. Souvent, ce qui se passe, c'est qu'il y a un défaut technique qui fait qu'ils ratent leur barre. Ils vont faire une sortie de trajectoire. Ils vont descendre la barre trop basse au coucher. Ils vont ouvrir les coudes trop tôt. Ils vont descendre trop vite au squat. Ils vont partir sur l'arrière. Ils vont envoyer trop les hanches sur l'arrière. Ils vont trop ouvrir. Ils vont trop fermer. Tout ça, c'est des erreurs techniques qui les empêchent du coup de progresser. Pour le pratiquant du coup qui fait pas de force mais qui cherche à prendre du muscle, c'est un peu différent. Parce que toi, tu ne cherches pas à être fort sur une rep et tu ne cherches pas non plus à répondre à des critères de compétition. Tu cherches à avoir la meilleure stimulation musculaire sur une fourchette de répétition qui est plus haute. Mais la base de tout, c'est d'avoir une bonne technique. Et c'est là où je vais rejoindre Rémi qui disait la stabilité. La stabilité est un élément de la technique. La standardisation de ton mouvement est un élément de la technique. C'est-à-dire que tu dois avoir des exécutions qui sont ultra clean et toutes identiques. Et sur ces exécutions, tu dois vraiment avoir une propreté d'exécution qui va faire en sorte que tu vas diminuer ton risque de blessure. Parce que, en fait, c'est ça aussi qu'il faut comprendre, c'est que si ton mouvement, tu ne le contrôles pas, si ton mouvement n'a pas un minimum une bonne technique, tu vas du coup avoir un risque de blessure élevé et tu ne vas pas pouvoir faire le mouvement longtemps parce que tu vas finir par te blesser et du coup, à terme, ça va t'empêcher de progresser sur ce mouvement. Donc, comment devenir plus fort sur un mouvement? La base de tout, c'est de ne pas se blesser. Voilà, c'est ça qu'il y a tout en haut de la pyramide. Ouais, c'est ça. Donc, effectivement, il faut absolument que tu cherches à standardiser tes exercices, tes exécutions pour qu'elles soient toutes identiques et comme ça, tu vas pouvoir du coup progresser. Et quand tu vas standardiser, tu vas chercher à être le plus efficient possible en appliquant un bon tempo d'exécution, en ayant des repères de standardisation, en ayant une schématisation autour de l'exercice qui est calculée et propre. Si tu commences à te tortiller dans tous les sens pour être plus fort, non, tu ne vas pas progresser en force, tu vas juste compenser avec d'autres groupes musculaires. Ce n'est pas ça qu'on veut. Donc, comment être fort? Si tu regardes mes exécutions sont toutes robotiques. C'est quelque chose qui revient aussi assez souvent. Denis, tu contrôles vachement l'excentrique. Ouais, mais c'est pareil, il faudrait qu'on en fasse un podcast. Denis, tu fais des pauses en bas des mouvements, etc. Pourquoi? Tout est standardisé, tout est contrôlé pour réduire au maximum mon risque de blessure. Et en plus de ça, vu comme je sais que mon risque de blessure est diminué par mon exécution, je suis plus en confiance. Et qui dit plus en confiance, dit plus à même de progresser. Ensuite, voilà, dans la standardisation, il y a aussi des facteurs, comme disait Rémi, et bien chercher à maximiser ta stabilité. Mais ça fait aussi partie de la technique. Maximiser
ton gainage, maximiser ta respiration, maximiser aussi ton setup, être sûr d'avoir toujours le même setup. Combien j'ai vu de personnes qui changent de setup entre leurs séries, qui arrivent, gardent le même setup que la personne d'avant. Non, ton setup, le réglage de ton siège, le réglage de ton siège, le réglage de ton dossier doit être complètement différent. Aujourd'hui, moi je vois, il y a plein de gens qui, par exemple, passent après moi sur les machines, qui gardent mes réglages. C'est mes réglages, en plus c'est par rapport à mes méthodes d'exécution. Je ne sais pas comment ils font, parce que tu vois, pour quelqu'un d'autre que moi, je prends par exemple, on va prendre le cas de Margot quand elle s'entraîne avec moi. Bah, on règle à chaque fois toutes les machines derrière. Qu'est-ce qu'elle est chiante, à chaque fois, il faut tout régler, quoi. Bah, c'est elle qui le fait. Hein. Ah ouais, franchement. Ouais. Mais tout ça pour dire que, effectivement, la base de la force, c'est la technique avant tout. Et avant de chercher à être fort, cherche à avoir une bonne technique. C'est vraiment le plus important. Et progresse sur ta technique et tu progresseras en force. Alors moi, je retiens vraiment quelque chose d'hyper important, mais je pense que là-dessus, c'est un truc sur lequel on n'est pas on est peut-être un peu en désaccord là-dessus. C'est effectivement stabilité, technique, standardisation et repères de standardisation. Mais vitesse d'exécution, pour moi, ça, je le mettrais à part. Et par rapport au tempo, c'est quelque chose d'assez différent que je mettrais vraiment à part. Les repères de standardisation, c'est hyper important. Les excentriques Attends, je vais y revenir un peu plus, tu vas comprendre pourquoi. Les repères de standardisation, pour moi, c'est hyper important parce que c'est le truc qui vous permettra d'être à chaque fois sûr d'avoir des repères factuels de progression. Ok, je sais pas, sur HSpress, je descends à telle amplitude et je ramène à telle amplitude également. La vitesse d'exécution, c'est un paramètre annexe à ça. Je pense que le repère de standardisation, c'est vraiment le plus important. La vitesse d'exécution, c'est quelque chose de nécessaire, où on sait qu'il faut essayer de contrôler au mieux ton excentrique. Après, la concentrique, ça vraiment, il faut aussi envoyer. Mais est-ce qu'il faut pour autant s'attarder, quantifier ce tempo-là? Je ne pense pas. C'est que mon avis. Je vais en donner un autre pour continuer un petit peu là-dessus. Tu pourras rebondir après. Mais on a parlé de la stabilité, on a parlé de la technique d'exécution. Concrètement, parce qu'il faut aussi donner des points concrets, pour réunir ces deux éléments, il faut passer par l'utilisation des machines. Majoritairement, ce sont les machines qui permettront d'avoir ces deux facteurs pour réussir au mieux à être fort. Pourquoi? Parce qu'une machine, une fois que tu as fait tes réglages, et une fois que tu t'es bien installé, tu es stable. Et puis après, comme on l'a dit, au niveau de ta technique d'exécution, c'est beaucoup plus facile d'avoir des repères de travail factuels. Tandis que quand tu fais du libre, tu peux, mais c'est plus difficile. On reprend l'exemple du développé couché. Si tu es un peu fatigué, que tu descends ta barre, mais pas au même endroit que d'habitude, ou que, je ne sais pas, sur ta remontée, tu perds un petit peu ton couloir, là, tu foires ta technique. Et donc, ça te pénalise sur ta progression et donc ta notion de force, pour reprendre la question globale. Tandis que sur une machine, tu disais que dans un couloir identique tout le temps, si tu es bien assis, si tu es bien réglé, tu n'as pas à te poser toutes ces questions-là. Ouais. Donc ça, c'est le troisième point, mais qui, on va dire, découle des deux premiers. C'est vrai que c'était la suite logique. Un mouvement libre sera toujours plus gourmand techniquement qu'un mouvement effectivement sur machine. Mais pas mauvais. Où du coup, tu devras te poser beaucoup moins de questions sur une machine. Une machine t'arrive, tu règles ta machine, tu te remets au même endroit, et tu as exactement le même mouvement que la semaine d'avant. Sur un mouvement libre, il va falloir que tu te places pour te placer toujours au même endroit, plus du coup pour emmener la barre toujours au même endroit. Ça sera toujours beaucoup plus compliqué que du coup une machine. Tout à fait. Donc effectivement, ça a découlé de la stabilité, etc. Après, la vitesse d'exécution, c'est vrai qu'on pourrait en faire un podcast dédié. Ouais, mais alors si on commence à partir là-dedans, je pense que… C'est vrai que… Il faudrait qu'on invite en plus Lucas Guif. Parce que Lucas a vraiment… Ça serait bien. Dites-le nous si vous voulez retrouver Lucas sur le podcast. Parce que c'est vraiment un sujet qui maîtrise et il a plein d'arguments. Et je pense que ça pourrait être vraiment intéressant de discuter de ça. Oui, mais il me semble qu'il en a reparlé dans une vidéo où il allait dans le sens de ce que moi je dis. Oui, mais avec, je pense, un peu plus de nuances. Il est peut-être moins strict sur son tempo, sur sa vitesse d'exécution, etc. Mais
en fait, par rapport à mon tempo, je l'ai expliqué plusieurs fois. Il me semble que je l'ai expliqué aussi dans un podcast. Oui, on a déjà Mais parlé. mon tempo dépend de ma fourchette de répétition. Plus c'est lourd et plus je suis obligé d'avoir un tempo lent. Et moins c'est lourd et plus je suis obligé et plus j'ai un tempo qui est rapide. En fait, ce qu'il faut retenir par rapport à ça, c'est que la phase excentrique, c'est une phase où on ne doit pas relâcher. Voilà, moi, je définirais ça comme ça. On ne doit pas lâcher complètement la masse, la résistance. Et surtout, et plutôt, j'ai envie de dire l'inverse, supporter, résister sur cette phase. Parce que c'est la phase où aussi on va aussi recruter nos muscles. Donc, c'est une phase qui est hyper pertinente de travailler. Voilà, je la définirais comme ça. Après, de là et j'avais fait un petit mail dans une de mes newsletters, la lettre Galop, pensez à vous inscrire, que le tempo, ce n'est pas quelque chose que vous devez compter dans votre tête. Et pas vous dire, putain, mon excentrique, elle doit faire 2 secondes. Oh merde, il faut que j'y retourne, tu vois. Moi, je ne le vois pas comme ça. Je trouve que c'est déjà très compliqué pour beaucoup de personnes de compter leurs répétitions. Si en plus de ça, elles doivent compter leur temps d'excentrique, tu vois, moyen. Par contre, avoir dans sa tête l'idée du contrôle, l'idée du « ok, je retiens parce que c'est aussi fondamental pour ma survie », c'est bien. On est d'accord. Hein. Parce que ceux qui sont inscrits sur le lab le savent déjà, toutes les études vont dans le sens du contrôle de l'excentrique. Ouais. Il y en a plusieurs sur le lab, il y en a d'autres qui vont arriver encore, mais vous avez plutôt intérêt à contrôler vos excentriques. Maintenant, là où je te rejoins, c'est qu'il ne faut pas les compter. Si tu les comptes, ça sert à rien. Personnellement, je ne les compte pas. Encore une fois, ce qui est très drôle, c'est que vu comme souvent je montre mes séries les plus lourdes sur les réseaux, j'ai souvent beaucoup de contrôle sur ces séries parce que c'est les plus lourdes. Mais en fait, c'est juste que je contrôle suffisamment pour limiter les risques sur les mouvements. Et je fais ça sur toutes mes fourchettes de reps. Si vous regardez mes séries, le tempo en fonction de la fourchette de reps n'est jamais le même, c'est ce que j'expliquais. Et en fait, ce qu'il faut, c'est, moi je me dis juste, je contrôle par rapport à la charge qu'il y a. Voilà. Et au final, je me retrouve avec une standardisation qui est identique sur la fourchette de répétition de mon mouvement. Ça aussi. Mais par contre, moi, j'ai des suivis à moi qui débutent, qui viennent avec moi et qui se retrouvent à me faire des tempos de parfois genre 5-8 secondes et me dire « Regarde mon tempo, il est très bien ». Je lui dis « Mais non, en fait, là, tu as compté ton tempo ». Je dis « C'est bien, mais est-ce que tu te vois compter tes tempos comme ça sur tous tes mouvements c'est trop. Et réussir à le conserver sur plusieurs semaines ?» Je dis non. En fait, je dis te fais pas chier avec ça. Trouve un tempo où tu contrôles suffisamment la charge, mais sur lequel tu vas pouvoir garder ce tempo sur toute ta progression. Parce qu'il n'y a pas d'intérêt à commencer avec un tempo à 8 secondes, puis passer sur un tempo à 6 secondes, puis à 4 secondes, puis à 3 secondes, puis à 1 seconde, puis plus contrôlé du tout. Et puis c'est propre aussi à la fourchette, comme tu disais, mais à la charge de travail que tu as, et aussi au moment où cette série se trouve dans ton cycle de progression. C'est ce que je dis toujours, au début d'un cycle de progression, tu as tout intérêt à bien… J'ai pas de dégradation, moi. Bah, c'est que toi, parce que tu fais de l'ego-lift et des mouvements de merde, j'y peux rien. Non, mais parce que ça aussi, c'est quelque chose d'hyper important. Il faudrait qu'on en fasse un podcast à part entière. Je pense qu'il y a une perte tolérable, mais pas non plus à avoir un mouvement dégueulasse. Je pense qu'après, c'est une preuve de bon sens de se dire, OK, on est en début de cycle de progression, on a tout intérêt à essayer d'avoir le maximum de repères, de standardisation, et ça sur le plus long terme possible. La vitesse d'exécution, avoir la plus belle, excentrique, etc. Mais au fur et à mesure de ta progression, tu es obligé de te détacher et tu sais très bien que tu ne pourras pas avoir la plus belle, le plus beau contrôle sur l'ensemble de ta vie de l'exercice. C'est juste qu'on a des façons de progresser qui sont différentes. C'est ça, mais qui tendent vers la même chose. Il n'y en a pas une qui est, on va dire, supérieure à l'autre. Bon, quand même, ça se voit, je suis quand même plus balèze que toi. On peut comparer nos mollets si tu veux. Vas-y. Qu'est-ce qu'on fait là? J'ai mal aux jambes. Qu'est-ce qu'on fait? Sors ton mollet. Qui c'est qui a les plus beaux mollets? Je sais pas si c'est le plus gros celui-ci. Qui c'est qui a les plus beaux mollets? Maintenant, vous savez quelle est la meilleure méthode. Non, tout ça pour dire que… T'es bronzé toi aussi, mon salaud. Un peu bronzé, non? Frère, c'est la lumière alors. J'ai une gueule à une bronzée, moi. J'en sais rien. Bon, bref, on avance un petit peu. Tout ça pour dire que
effectivement, toi, tu as une méthode de progression où tu vas accepter de dégrader ta standardisation au fur et à mesure de ta progression. C'est pas ma standardisation que je dégrade, c'est ma vitesse d'exécution. Mais C'est ça là fait, où la ça nuance fait- est mais importante. ça fait partie de ta standardisation. Pour moi, la standardisation, c'est pas la même définition, je pense qu'on a. La standardisation, pour moi, c'est les repères. Savoir que tu ramènes, je sais pas, à tel endroit et tu envoies à tel endroit. Ah bah effectivement, il y a un problème de définition. Voilà. Parce que pour moi, la standardisation, c'est le fait que toutes tes répétitions vont être identiques. Pas moi. Donc ça prend… Il a dit ça comme le mauvais élève de la classe. Pas moi. Pas moi. Pas moi. Rémi, tu vas aller au coin. Non mais tout ça pour dire que effectivement, toi, d'un point de vue de ma définition, tu acceptes d'avoir une perte tolérable de ta standardisation, alors que moi, je n'accepte pas. Voilà. Mais c'est pas en soi parce que c'est mauvais. Mais c'est bien aussi qu'on montre qu'on n'est pas toujours d'accord, Ouais. parce que ça peut aussi être intéressant. Et ça se trouve, il y a un auditeur du podcast qui va dire ouais, bah moi, je fais autrement, tu vois. Bien sûr. Mais- Et c'est tout l'intérêt parce qu'il y a plusieurs façons de progresser. Ouais, Ça, on ne le dira jamais assez. Ce qu'on propose, ne sont que, du coup, parce que je mets ça au pluriel, ce ne sont que des méthodes. Il Il y en existe plein d'autres. n'y a pas qu'une route Et qui, celle qu'on qui utilise- mène au muscle. C'est ça. Et celles qu'on utilise pour nos suivis vont être pas forcément identiques. Il y a des programmations, ils n'ont pas du tout la même façon de progresser. On en parlait la dernière fois par rapport au RIR, bref, on s'écarte. Mais tout ça pour dire que chaque personne va avoir sa propre méthodo et coller avec ce que j'imaginerais en collaboration avec la personne de mieux. Oui, c'est sûr, il y a toujours une question d'adaptation. Mm. Je sais que très certainement, peut-être que moi, par rapport à mon passif de blessure, je suis moins enclin à dégrader ma technique, alors que toi, vu comme tu es un peu con aussi, bah, tu es Non, plus mais c'est enclin à sûr. le faire. Non, parce que Denis, c'est peut-être le plus con des deux. Et on est vraiment sans filtre là. Vas-y. On va te foutre sur la gueule après. Pourquoi? Non, parce que toi, tu as quand même un passé de blessure plus quand même. Bah, Tandis que moi, je sais pas pourquoi, c'est peut-être parce que moi, je m'entraîne un peu mieux que toi, peut-être. non, parce que j'ai des performances beaucoup plus Ouais, je élevées pense que les c'est ça. tiennes. Ça, c'est vrai. Par contre, pour le coup, En fait, c'est le sport performance, c'est très dur de durer dedans. ouais. Il y a le sport performance et le sport remise en forme. Alors, je ne te mets pas dans la remise en forme, mais du mec, on l'a déjà dit, qui va venir à la salle faire du cardio, etc. Ça ne va pas du tout être le même niveau de blessure, hein. On l'a dit la dernière fois, le mec qui va venir faire de l'elliptique, son seul danger, c'est de se péter la gueule de l'elliptique. C'est sûr que quand tu commences à aller sur des charges très importantes, bah, le risque de blessure est beaucoup plus important, d'autant plus que moi, je me suis fragilisé en m'entraînant avec des techniques douteuses pendant super longtemps parce qu'on n'avait pas accès à toutes ces connaissances. Donc, c'est sûr que j'ai accumulé. Et encore une fois, c'est mon passif qui fait que j'en suis arrivé que cette méthode qui est là pour moi de ne pas dégrader ma standardisation C'est ça. est la mieux pour moi. Et c'est ce que disait Rémi. Lui, du coup, n'a pas toute cette expérience de la blessure comme moi. Du coup, il J'ai mon s'accorde. lot, hein, mais c'est pas effectivement il des s'accorde si grosses ça. blessures, ouais. Et effectivement, par exemple, sur certains suivis, bah, encore une fois, avec leur expérience, avec notre expérience, avec l'adaptation, ça sera encore des choses qui seront différentes. Bien sûr. Donc, c'est aussi pour ça que c'est intéressant que parfois on montre aussi qu'on n'est pas d'accord entre nous pour justement. Et puis que. Parce qu'en fait, je l'ai toujours dit, peu importe la méthode, si la justification est bonne, alors c'est bon. C'est ça. Le- Être capable de justifier le pourquoi du comment, c'est OK. Voilà. Et par rapport au passif de Rémi, par rapport à mon passif, etc., bah, les justifications font que c'est OK. Si on revenait un petit peu sur la question initiale, Comment devenir fort sur tous les mouvements? on a parlé de la stabilité, on a parlé de la technique, on a parlé accessoirement des machines qui étaient du coup… de le la, découlement de ça, la ouais. réduction des facteurs limitants Voilà. au maximum. Que vois-tu d'autre? Honnêtement, pour moi, le plus gros point, c'est la technique. Le deuxième plus gros point, c'est peut-être les méthodes de progression. Genre, la plupart des gens, ils font des plus 10. Les mecs, utilisez des petits poids, quoi. Utiliser des microplates. Utilisez des microplates pour faire votre progression. Ne soyez pas trop gourmand, soyez patient Ne aussi. soyez pas des Mélissandres. Et ouais, putain, parce qu'en fait, le problème, c'est que si vous faites des gros jumps, encore une fois, vous allez vous retrouver à faire des mouvements dégueulasses, à vous blesser. Et rappelons que la première règle, c'est ce que j'ai dit, si tu veux devenir fort, si tu veux prendre du muscle, l'important, c'est pas de te blesser. Donc, sois modéré dans tes jumps,
sois aussi patient et une bonne technique d'exécution par rapport au groupe musculaire que tu veux cibler. Et honnêtement, je pense qu'on a fait le tour. C'était une question assez générale. Moi, je rajouterais aussi des petits éléments. Encore une fois, si tu veux être fort, c'est aussi d'utiliser des éléments de ton environnement pour être stable. Alors, c'est encore un outil qui découle des 2 gros points clés qu'on a annoncés au tout départ. Ça va être la gestion de vos setups, la gestion, pourquoi pas, des sangles de tirage, des bandes de poignées si vous aimez ça, enfin bref, de l'ergonomie de certaines poignées. Tous ces petits éléments-là vont vous permettre d'être plus fort. Je prends l'exemple par exemple des fat grips. Je pense à ça, hein, les fat grips peuvent, pour certains exercices, notamment les curls ou des mouvements de triceps, améliorer un petit peu. Hein, il ne s'agit pas non plus d'agrandir la force, mais ça va vous permettre d'être un tout petit peu plus fort. Donc je pense à des petits outils comme ça, les sangles de tirage, forcément pour tous les exercices de dos, si vous les utilisez, vous serez plus fort que si vous ne les utilisiez pas. La gestion des setups, on en parlait, si vous utilisez un banc qui est branlant, qui n'est pas très bien, peut-être trouvez-en un autre. Je prends l'exemple de mon tirage que je fais pour le grand dorsal, que je faisais avec un banc jusque-là un peu précaire. Et j'en ai trouvé un autre dans la salle où j'arrive maintenant à poser mon pied dessus et rien que ça me permet d'être plus fort. Donc, améliorer votre environnement avec tous ces petits outils-là et donc vous serez plus fort. Je pense que ouais, cette fois-ci, on a fait le tour de la force. J'avais un truc qui m'était revenu tout à l'heure, mais si on pourrait aller sur d'autres terrains comme c'est sûr que tu progresseras plus facilement si tu manges suffisamment. Ouais, on peut aller jusque-là, oui. Si tu es en déficit calorique, c'est sûr que ça sera toujours beaucoup plus compliqué. Ton corps est en restriction d'énergie, donc c'est sûr que sa capacité à s'adapter, ce que je disais au début, sera beaucoup plus faible. Manger suffisamment et récupérer suffisamment. Donc bien sûr, ça passe par la récupération, ça passe par le sommeil, etc. Mais ça passe aussi avant tout par une bonne programmation, dans le sens où si ta programmation est mal faite et qu'elle ne te permet pas de récupérer suffisamment, c'est sûr que tu auras plus de difficultés à devenir fort. Donc, programme aussi intelligemment les choses. Si tu fais un 10x10 au coucher le lundi, puis du développé incliné aux haltères, puis des dips, puis de la Smith, puis des écartés, et que tu refais la même chose le mercredi, et que tu refais la même chose le vendredi, t'attends pas non plus aussi à progresser parce que tu récupéreras jamais suffisamment. Donc programme les choses intelligemment aussi pour progresser. Ça, on l'a dit plein de fois. Même en m'entraînant beaucoup moins actuellement. Ils ne s'entraînent pas, la honte. Même en étant en déficit, j'arrive soit à maintenir mes performances, soit toujours à progresser. Pourquoi ? Parce que j'ai une bonne programmation. Et à chaque fois que j'ai eu des calories, j'ai toujours réussi à progresser à chaque séance. Donc, si toi, tu n'y arrives pas, c'est peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il faut que tu te remettes en question. Ouais, et puis on pourrait aller encore sur l'aspect psychologique. Tu sais, tu vas te retrouver face à une barre, je sais pas, on va prendre le cas de la presse à cuisse. Moi, je vois que je suis sur la presse à cuisse en ce moment, je me dis, mais qu'est-ce que c'est lourd! Mais qu'est-ce que c'est lourd! Est-ce que je ne vais pas finir écrasé sous la machine, etc. Mais c'est à ce moment-là où tu te dis, ok, là, je suis en train de passer un cap mental et je suis aussi en train d'améliorer ma force quelque part sur le mouvement. Donc, je m'oblige à faire mon set en essayant d'aller au plus loin possible sur la série. Parce que quelque part, je me dis que je pourrais très bien m'arrêter, me dire non, mais c'est bon, là c'est trop lourd. Enfin, je juge dans ma tête que c'est trop lourd. Mais si je passe le cap en fait, je vais y arriver, eh bien, je serai forcément plus fort à la fin parce que je ne me serai pas découragé en recyclant l'exercice, en me disant non, je préfère repartir un peu plus light. Je passe sur ma série, j'ai parfois la boule au ventre. Je t'avoue que parfois je gueule un peu, voire beaucoup, mais je sais que si je fais ma série, à la fin, je serai plus fort. J'aurai passé ce cap-là. Moi, j'ai bugué sur ma presse est lourde en ce moment.
Je suis désolé, je suis arrêté là. J'ai mon cerveau qui a disjoncté. D'un coup, j'ai l'image de toi avec tes 1 ppс par côté. Alors là, mon gars. Et J'ai commencé à charger les pieds du haut sur la presse à cuisse Matrix, si vous voyez laquelle c'est. Ouais, mais Denis tu- n'a toujours pas chargé en haut. tu mets que les poids bumper, non? Non. Il y a un poids bumper, mais il y est Ah, il y a toujours. déjà les poids Il y est bumper. toujours, mais pas tout. Enfin, ouais, je m'en fous. De toute façon. J'ai pas à me justifier. Tu veux qu'on remonte, On est qu'on remonte nos mollets, c'est ça? Parce qu'on est des gamins. Bon, Pourtant, on n'est pas du tout dans le concours de beat, mais T'as- alors là, je sais pas ce qui nous arrive. t'as abordé un point important Ah bah tiens, ça va te faire rebondir. qui est sur autre chose. effectivement l'aspect mental aussi. L'aspect de préparation mentale. Encore une fois, ceux qui sont sur le lab, il y a des études sur ça. Donc, dédicace à tous ceux qui ont vu les études sur le lab. Mais effectivement, la préparation mentale à l'effort est extrêmement importante pour performer. Dis-toi que t'es fort. Bah non, mais déjà, si tu arrives sur ta série en te disant c'est lourd, je ne vais jamais y arriver, il y a quand même de grandes chances que ça soit lourd et que tu n'y arrives pas. Si tu te dis je vais l'exploser cette Je vais grosse la salope, dégommer. il y a quand même de grosses chances que tu l'éclates cette grosse salope. Donc, honnêtement, la préparation mentale, encore une fois, je vais prendre l'exemple de quand je m'entraîne avec Margot. Margot, elle sait très bien que il y a le moment pour faire les cons entre les séries, quand on récupère, et il y a le moment où bah voilà, je vais fermer les yeux, je vais me concentrer, je vais me préparer mentalement pour exploser ma série, et je vais exploser ma série. Mais par contre, voilà, je me prépare mentalement. J'arrive pas sur ma série en mode tiens, et au fait, ta journée, ça s'est passé comment? Non, il y a une préparation. Et du coup, je visualise, une visualisation aussi qui est assez importante, en mode, je sais ce que j'ai fait la dernière fois, maintenant, je sais que je dois faire mieux cette fois. Je Et je visualise, vais y arriver. je visualise que je fais mieux, je me dis que je vais y arriver, et j'y arrive. En vrai, c'est con, mais on l'a dit plein de fois dans le podcast, on l'a montré aussi plein de fois dans les vlogs. Quand tu te dis, je vais faire par exemple 5 reps à ce poids-là, il y a de grandes chances que tu fasses 5 reps à ce poids-là. Quand tu te dis, je veux une salle de sport, eh ben on a la salle de sport. Ouais. Quand je dis, je veux me débarrasser de mon frère, J'étais sûr que c'était bien. je vais me débarrasser de mon frère. Voilà, tout ça pour dire que l'aspect de préparation mentale est également important. Bon, petit résumé. Le plus important, ne pas se blesser. Ouais, Deuxième chose, la technique. la technique. Donc la technique, ça englobe la standardisation, la stabilité. La standardisation, la stabilité. Ouais. Les réglages de la machine, les facteurs limitants minimisés au maximum, etc. Ensuite, manger suffisamment. Ensuite, du coup, programmer ces séances correctement. Ça, c'est un peu plus haut sur la liste normalement. Et ensuite, se préparer mentalement à l'effort. Voilà. C'est ça. Et dis-toi Et, encore une fois que t'es fort. Ouais. Et dis-toi que tu vas la dégommer, cette salope. Ouais, mais Machine. un peu moins de vulgarité. C'est vrai que moi, ça me ressemble pas. On cut ça. Très bien. Bon, je pense que mon frère, on a fait le tour de tout ça, hein. Exactement. On va pouvoir retourner à l'agencement de notre salle et comment on va mettre nos machines. Ouais, ça va être un grand débat là encore. Dites-nous où on va mettre le Functional Trainer Prime. Ils sont tous au courant qu'il y a un fonctionnaire. Oui, c'est vrai, tous les auditeurs. Et il du sera podcast. rouge en plus, bordel. Ouais. Rouge pétant. Mais Bref. il est en retard, ce petit bâtard. On va lui mettre une petite claque. Non, il s'est arrêté il passe des vacances là. Je sais pas où. Ouais. Bref. Ça se trouve, il y a quelqu'un qui est en train de l'utiliser là. Il l'a monté dans le conteneur et. Oh non, je voudrais pas imaginer cette scène. Ouais, Personne ne touche au ils fonctionnaire. vont souiller notre Functional Trainer. Interdiction. Bon, sur ce, mon frère, je pense que ça sonne la fin du podcast. Yes. Comme d'habitude, on espère que vous l'aurez aimé. Ouais. Si vous l'écoutez sur une plateforme d'écoute, Spotify ou YouTube, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire ou un pouce. Un pouce sur YouTube et du coup une évaluation sur Spotify. Oui. À chaque fois, je me dis, il faut que je le demande. Je le demande jamais. Il faudrait qu'on le fasse au début du podcast. Je pensais exactement à ça. Pourquoi? Parce que là, il n'y a plus personne en fait. Ouais, mais en fait, les gens n'écoutent. Il faudrait le mettre entre les deux questions. Non, Parce que les gens écoutent les questions, ils écoutent ni le début ni la fin. Donc, il faut le mettre entre les questions. Ouais, tu as raison. C'est plus stratégique. Faut qu'on y pense, le problème, c'est toi l'influenceur, mec. Ouais, tu parles, moi je suis pas du tout influenceur. C'est toi le youtubeur, pardon. Je suis pas youtubeur non plus.
Bref, tout ça pour dire que Podcasteur. moi, je suis concepteur de salle. Bref, tout ça pour dire que voilà, si vous voulez que d'autres personnes découvrent le podcast. Montez le podcast à 1000 étoiles sur Spotify. Moi, j'attends que ça. Là, on est à 960. Ouais, et puis en plus, quelques. l'année dernière, on avait été dans le top 100 des podcasts. Et là, cette année, je sais pas, faudrait que je regarde, mais je sais pas si on y a été. Faudrait qu'on y revienne un peu quand même, ça serait cool. Bon allez, road to top 100. Donc mettez le maximum d'étoiles, le maximum de pouces. Et puis voilà, ça nous aidera beaucoup. Et puis ça aidera aussi à d'autres personnes à découvrir le podcast et à s'informer sur la muscu et à voir que aussi c'est moi qui ai les plus gros mollets. Merci à tous. Merci. Bref, sur ce, on vous dit à très bientôt dans un prochain épisode. À bientôt. Ah, putain mec, plus jamais je me mets sur ce truc là. J'espère que la prochaine fois on aura des sièges un peu mieux. J'ai mal aussi. J'ai beau être au matinal, j'ai mal.